Louis Couturier, tu viens de publier chez l'Harmattan ton dernier ouvrage, Les libres penseurs et leurs internationales. Mais tu es aussi un des animateurs de l'IRELP. Peux-tu nous dire en quelques mots ce qu'est l'IRELP? Eh bien, l'IRELP, bon, c'est d'abord un acronyme, l'Institut de recherche au pluriel et d'études au pluriel de la libre pensée. Donc c'est un institut de recherche sur tout ce qui touche l'activité des libres penseurs en France, voire dans le monde, et qui accueille les étudiants, les chercheurs qui sont soucieux d'enrichir leur documentation sur cette question. L'IRELP donc possède un fonds d'archives qui a été fourni, abondé par des libres penseurs, par les fédérations, par des personnalités liées au mouvement libre penseur. Et l'IRELP gère la bibliothèque de la laïcité qui en fait est unique sur le pavé parisien dans ce domaine et qui actuellement peut offrir plus de 4000 volumes. Si l'on en croit le titre de ton bouquin, il y a donc eu plusieurs internationales. On peut dire que depuis les années 60 du 19e siècle, 70, les initiatives se sont multipliées, les échanges internationaux, intercontinentaux, l'anticoncile de Naples qui n'a pu aboutir à la fondation d'une internationale, puis en 1880, la fondation de la Fédération internationale des libres penseurs à Bruxelles, jusqu'à aujourd'hui, eh bien il y a eu, comment on peut dire, un seul programme, ce sont la déclaration de Ferdinand Buisson qui a été adoptée au Congrès de Rome en 1904, disant la libre pensée est une méthode la libre pensée ne pouvait être qu'internationale dans la mesure où elle se construisait contre les prétentions de l'Église à l'universalité dans tous les domaines, du début de la vie jusqu'à la mort, dans le domaine de la société, des lois, de tout. Voilà. Et ces prétentions de l'Église universelle appelaient une réponse universelle, sortir de l'horizon de son clocher, comme on disait à cette époque. Alors, il y a eu plusieurs avatars. Bon, après la FILP, entre les deux guerres, la libre pensée a connu une scission. D'un côté, la Fédération internationale libre penseurs traditionnelle, et à côté s'est constituée une Fédération internationale des libres penseurs prolétariens, qui était basée sur l'athéisme, non plus sur la liberté de conscience, mais sur la volonté d'imposer, de détruire l'Église, en fermant les églises, en interdisant l'exercice de la religion, et donc en enseignant l'athéisme dans les écoles, etc. Et c'était animé, évidemment, à partir de Moscou, mais cette Fédération internationale des libres penseurs a eu des antennes dans le monde entier. Ceci s'est terminé d'une certaine manière en 1936 par la réunification et la fondation de l'Union mondiale des libres penseurs, qui a eu des hauts et des bas, qui a eu un moment prospère de prospérité avant la Deuxième Guerre mondiale, qui a évidemment été secoué par la Seconde Guerre mondiale, qui est reparti, puis a connu une agonie qui a conduit les libres penseurs, en particulier français et anglais,
a relancé l'international et a fondé à Oslo l'association internationale des libres penseurs qui a tenu son 7e congrès l'année dernière à Paris et qui continue et à faire en sorte que à préparer une nouvelle extension de l'international. Mais les bases sont restées les mêmes. Alors j'ai pu m'appuyer sur des textes, des livres, des ouvrages non traduits à ce jour. Par exemple, 400 années de libre pensée de Samuel Putman, donc qui a été écrit à la fin du 19e siècle. Voilà. J'ai pu m'appuyer sur une histoire de la libre pensée au XIXe siècle de Robertson, qui s'arrête dans les années, disons, 1920, après la Première Guerre mondiale. Et puis, j'ai pu aussi, pour la présentation des acteurs, m'appuyer sur un dictionnaire biographique des rationalistes modernes de Joseph McCabe. Voilà, ouvrage en anglais, inédit en français à ce jour. Et puis, évidemment, j'ai pu bénéficier de la documentation que m'ont fourni nos amis d'Australie, Max Wallace, des États-Unis, Fred Watten, ou d'Amérique du Sud, d'Everick Moliès. Et puis, j'ai pu puiser dans les catalogues des libres-penseurs anglais, de l'Institut Émile van der Velde de Belgique. En 2019, l'IRELP aura 20 ans. Quel avenir vois-tu pour l'IRELP? Notre souci premier est de vraiment nous affirmer comme institut de recherche. Et en particulier, en maintenant développant nos relations avec des instituts qui ont des préoccupations de recherche historique en France, mais aussi avec des instituts dans le monde, notamment avec nos amis africains ou d'Asie, où il reste encore beaucoup à faire pour sortir de l'ombre l'activité des libres penseurs.